Merci de prendre le rendez-vous de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les fortes pluies de ces derniers jours qui transforment les champs en véritables marécages, laissant derrière elles des récoltes perdues et des producteurs désemparés. En quelques heures, vous le verrez, l'eau a effacé à Semekpodji des mois de travail. Là où s'étendaient hier encore des rangées de laitues, de tomates ou de légumes verts, ne subsiste aujourd'hui qu'une vaste étendue d'eau. Elle parle d'amour, de joie, de pardon, de naissance et parfois même d'adieu. Les fleurs disent souvent ce que les mots peinent à exprimer. Mais derrière leur éclat et leur délicatesse se cachent des mains expertes, un regard d'artiste et une passion qui transforme chaque tige en émotion. À Cotonou, 2 fleuristes composent bien plus que des bouquets et donnent vie aux émotions. On les découvre dans ce journal. Et puis hors du Bénin, le Mali est de nouveau visé par des attaques coordonnées d'ampleur des djihadistes. Pendant ce temps, les États-Unis célèbrent aujourd'hui leurs 250 ans, un jalon historique atteint à un moment où le pays est profondément divisé. Et puis en Iran, les funérailles nationales du guide suprême Ali Khamenei ont commencé ce jour dans un vaste complexe religieux de Téhéran. Démarrons tout de suite avec les échos du mondial. Le Maroc qui s'est imposé 3-0 face au... Toujours en bref, une défaite, cette fois-ci, défaite des Amazones U17 dans les éliminatoires de la Coupe du Monde de cette catégorie. Elles étaient au front ce samedi du côté du Nigeria contre la sélection nigériane dans le cadre du 3e et dernier tour des qualifications. À Chagamu, dans l'état d'Ogun, au Remo Stars Stadium, elles n'ont pu se défaire des griffes des Nigérianes qui s'imposaient finalement 3-2. 2 buts du Bénin marqués par Romain Gandonou et Mouibat. Malgré cette défaite, tout reste encore possible. Les Amazones devront réaliser un grand match lors de la manche retour dans une semaine à Lomé pour renverser les Flamingos et décrocher leur billet pour la Coupe du Monde U17. Dans un tout autre registre à présent, plusieurs parcelles englouties, des pertes accumulées. C'est un lourd tribut payé aux intempéries de ces derniers jours. Les fortes pluies enregistrées continuent de faire des victimes, notamment dans le secteur agricole. À Semekpodji, le site de maraîchage est aujourd'hui largement inondé. Plusieurs parcelles de culture sont sous les eaux, compromettant ainsi des récoltes et les revenus de nombreux producteurs. Face à cette situation, les maraîchers lancent un appel à l'aide. Viti Sarouhe, Michiel Egbe. Ce n'est pas de la jacinthe d'eau, mais plutôt des plants de choux submergés suite aux fortes précipitations ayant occasionné des inondations sur le site maraîcher de la commune de Semekpodji. Dans ce champ, les ouvriers s'attellent à retirer la carotte de l'eau. Cette pluie est venue dévaster mon champ de carottes. C'est à peine 2 mois, 1 semaine que les carottes que vous voyez sont en train de faire. Je n'ai plus le choix, je suis en train de les enlever de l'eau. Pour que l'État essaie de nous créer des rigoles, mais de tracer des drains pour nous favoriser ces instances de pluie qui est en train de nous embêter. Sous ces eaux se trouvent des cultures telles que la tomate, le poivre, le piment et la grande morelle. Vraiment, ça nous fait tellement mal. Je me sens déprimé, seulement que comme ce n'est pas moi seul, donc je m'encourage moi-même et j'encourage aussi mes autres collègues. C'est de la faillite totale. Donc pour d'autres, comme ces choux, dont la maturité reste encore environ 1 mois, donc là, on ne peut plus rien prendre. Non loin du goudron, les effets de l'inondation sont plus perceptibles. Les cultures situées à côté des drains de canalisation de l'eau de pluie sont entièrement dévastées. Il y a au moins environ 3 quarts de nos plants qui sont sous l'eau actuellement. Sur le site de maraîchage de la commune de Semekpodji, les inondations pourraient empirer si les précipitations s'intensifient. Et si certains producteurs subissent de plein fouet les conséquences des aléas climatiques, d'autres font le choix de l'adaptation pour préserver leurs exploitations. Produire autrement pour continuer à produire, c'est le nouveau mot d'ordre de nombreux agriculteurs béninois confrontés au bouleversement du climat. À Parakou, des producteurs adoptent des solutions innovantes pour mieux gérer la ressource en eau et renforcer la résilience de leurs exploitations. Des initiatives qui ouvrent de nouvelles perspectives pour l'agriculture. C'est ce que nous rapportent ici Ernest Agbota et Olviga Messan. Quand le rythme du climat change, l'agriculture doit-elle aussi changer de cadence?
Face aux effets grandissants de la crise climatique, l'agriculture pluviale ne suffit plus à garantir les récoltes. Pour le producteur béninois, l'heure est désormais à l'adaptation et à l'innovation. Je le dis partout et je ne cesserai de le dire. Aucune nation moderne agricole, aucune, n'a jamais fait l'agriculture avec la pluie. On ne peut pas faire l'agriculture avec la pluie seule. Face à l'irrégularité des pluies et à la baisse des rendements, les agriculteurs béninois sont appelés à adapter leurs pratiques. Stockage de l'eau, dérivation des eaux pluviales et aménagement hydro-agricole figurent parmi les solutions mises en avant par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il s'agit du système de citernes de chaque exploitation cotonnière devrait s'en doter. C'est des systèmes économes avec des canons d'irrigation pouvant envoyer l'eau, n'est-ce pas, sur 25 à 30 mètres. Une citerne peut couvrir environ 3 hectares. La deuxième innovation, ce serait la dérivation fluviale. C'est le pilier fort du Bénin vers 2033. Nous avons beaucoup de fleuves. Plus de 15 à 20 milliards de mètres cubes sont déversés dans la mer. Quel gâchis! Nous allons créer des bras de nos fleuves qui ont le potentiel, sans les dessécher. Créer les bras, envoyer les bras dans les bassins de production, que ce soit du coton, du maïs, du manioc, pour irriguer nos champs sur 200, 300, 400 km avec des barrages pour empêcher que le fleuve Ouémé, le fleuve Niger, puisse être desséché. De la maîtrise de l'eau à l'innovation agricole, l'adaptation au changement climatique apparaît désormais non plus comme une option, mais comme une condition essentielle pour garantir la sécurité alimentaire et l'avenir de l'agriculture béninoise, ont conclu les experts rencontrés. Et l'adaptation du secteur agricole passe également par les réformes, les investissements et le renforcement des infrastructures. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que s'inscrit l'action du gouvernement. Tenez, le ministre en charge de l'agriculture poursuit sa tournée de prise de contact avec les acteurs du secteur. Une série de visites destinées à évaluer l'évolution des différents chantiers et à accélérer la mise en œuvre des projets structurants. Vendredi, il s'est rendu à la zone industrielle de Glodjibé ainsi qu'au quai fruitier de l'aéroport dans le cadre de l'opérationnalisation du hub semencier du Bénin. Le Naïk Agbazaou, Belvida Attalé. Le Bénin, un hub semencier, c'est l'ambition de l'exécutif qui prend corps à la zone industrielle de Glodjibé et au quai fruitier de l'aéroport international Cardinal Bernardin Cantine de Cotonou. Deux espaces géographiquement éloignés, un trait d'union, promouvoir le secteur semencier et l'exportation. Le ministre de l'Agriculture visite les deux sites pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Dans tout pays développé de ce monde, surtout les grandes puissances agricoles de ce monde, la technologie semencière est au cœur même de ce développement. Ces deux sites abritent notamment une grande usine de production de vitroplans qui peut sortir jusqu'à 13 millions de vitroplans par an. Et ici, le greffe fruitier qui peut servir en fait d'un site de conditionnement et de stockage en quelque sorte des fruits, de tout ce que nous voulons faire sortir du pays en tant que fruits si nous voulons exporter. Le secteur semencier est l'un des grands facteurs de production. À part la question de l'eau, à part la question du sol, si nous essayons de maîtriser les technologies semencières, nous pouvons accroître de façon substantielle le rendement. Avec ces infrastructures majeures, c'est une véritable révolution qui s'annonce dans l'industrie semencière au Bénin. À Glodjibé, ce que vous voyez là, je pense que c'est le tout premier, je dirais la plus grande usine de vitroplans en Afrique de l'Ouest, capable donc de produire toutes sortes de vitroplans, que ce soit les vitroplans d'ananas, que ce soit les vitroplans d'anacade, que ce soit les vitroplans de n'importe quel fruitier, même des plantes médicinales. Ça, c'est très important. Et là, on est capable de sortir plus de 13 millions avec une extension jusqu'à 50 millions. Et au niveau donc, du quai fruitier, l'objectif, c'est que le Bénin veut se tourner vers le monde. À travers le projet PACOFID, on est en train d'investir au niveau de l'aéroport ici, sur ce quai fruitier, capable, n'est-ce pas, de conditionner à travers environ 736 palettes, n'est-ce pas, toutes sortes de fruits, que ce soit les fruits d'ananas, les fruits d'orange, que nous voudrions désormais exporter. L'usine de vitroplan de Glodjibé sera opérationnelle dès fin octobre. Nous avons, au niveau de l'ancien site de l'aéroport de Glodjibé, 1000 hectares qu'on veut très rapidement exploiter en tant que site d'élite.
Donc les vitroplans qui vont quitter directement l'usine, ce site-là va servir de site de démonstration. Donc on aura 1000 hectares exploités directement pour l'ananas. Et il y a possibilité de l'étendre aussi. Au niveau de ce quai aussi, d'ici fin octobre à début novembre, d'après les engagements des différentes entreprises qui sont en charge, on pourra aussi rendre opérationnel ce quai. De nouvelles perles de développement qui viendront s'ajouter aux réalisations qui valorisent la puissance agricole du Bénin. Au-delà des politiques sectorielles, la gouvernance locale constitue aussi un levier essentiel pour le développement des territoires. Le parti Union progressiste Le Renouveau entend harmoniser la gestion des communes par ses élus à travers un manuel de référence de 18 pages présenté ce samedi à Cotonou. Le parti du Baobab fixe les principes et les orientations devant guider l'action des maires et des conseillers communaux. L'objectif affiché est de promouvoir une gouvernance locale fondée sur la performance de l'action publique, la transparence et la participation citoyenne. Le détail avec Renaud Akakbo, Élisée Degbeignon et Pedro Mensangbewa. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, disait Sénèque. Cette pensée du philosophe romain trouve tout son sens et son champ d'application dans ce référentiel conçu par le parti Union progressiste Le Renouveau pour orienter ses maires et ses conseillers au sein des communes. C'est au détour de cette cérémonie que le document qui se présente tel un bréviaire a été officiellement remis aux élus communaux du parti. Nous avons un impérieux devoir d'agir en sorte que nos populations n'aient a posteriori de regrets de nous avoir confié les destinées de nos communes. C'est pour répondre à l'ensemble de ces préoccupations et assurer un accompagnement efficace que la haute direction politique a entrepris cette démarche. Et ce n'est pas que symbolique que les recommandations sont au nombre de 10. Ce sont, pour ce qui nous concerne, les 10 commandements. Dans son contenu, l'ouvrage détaille les stratégies à adopter pour structurer les priorités de gouvernance locale. Il est question d'éclairer la conduite du mandat pour faciliter le suivi des engagements pris devant les citoyens. Par la présente déclaration, nous prenons l'engagement solennel de renforcer la proximité avec les populations, contribuer activement à la réussite du programme d'action du gouvernement et à la concrétisation de la vision nationale 2060. Le présent référentiel s'applique à l'ensemble des communes dirigées ou co-gérées par des élus du parti UP Le Renouveau. Il couvre des domaines divers tels que la gouvernance politique et administrative, la participation citoyenne ou encore l'animation du parti au niveau communal. Voyons des interrogations à présent. Partir ou rester? Construire son avenir sous d'autres cieux ou saisir les opportunités qu'offre son propre pays? Derrière ces questions se jouent des destins, des rêves, mais aussi de nombreux défis. C'est d'ailleurs autour de cette réflexion que des jeunes, des experts et des acteurs engagés se sont retrouvés à l'occasion de la 6e édition de la conférence Naissance utile, une conférence consacrée aux enjeux de la migration et aux perspectives d'avenir de la jeunesse béninoise. Mathieu Sedemenji, Saint-Iche-Quincemont. Partir ou rester? C'est une question qui taraude l'esprit de nombreux jeunes en quête d'un avenir meilleur. Et ici, c'est le nœud de ces échanges. Pour sa 6e édition, la conférence Naissance utile a choisi d'en parler pour aider chacun à faire un choix éclairé. C'est une conférence qui regroupe tout le monde. Cette fois-ci, on a décidé de nous intéresser à la thématique rester pour bâtir ou partir à l'aventure, à la quête de l'Eldorado, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, sur les réseaux sociaux, la question revient avec insistance, ça va dans tous les sens. Et puis à côté de ça, on a également des appels à l'aide venant de nos compatriotes vivant ailleurs, à l'extérieur. Et ça nous a vraiment motivés à remettre le sujet au centre d'un panel de discussion afin de recueillir les avis des uns et des autres et de tirer une conclusion. Après plusieurs années passées en Europe, Ketsia Idrissou a choisi de rentrer au Bénin.
Une décision motivée par le désir de mettre son expérience au service de son pays et de prouver qu'il est aussi possible de réussir chez soi. Je n'étais pas partie dans le but de rester à l'extérieur, mais dans le but d'aller apprendre, voir autre chose et ensuite revenir dans mon pays. Pour ceux qui ont envie de partir, moi je leur dirais, soyez en train de partir avec des idées claires. Ayez vraiment un plan déterminé. Sachez pourquoi vous partez. N'allez pas à l'aventure, mais vraiment partez pour un but précis. Et pour ceux qui ont envie de revenir après avoir fini, je dirais également, préparez-vous bien. Préparez votre retour. Sachez exactement ce que vous comptez faire une fois que vous serez au Bénin. Si c'est le travail, si c'est entreprendre, préparez-vous minutieusement. Au-delà du débat, il s'agit ici de confronter ses rêves aux réalités, ses ambitions personnelles à son engagement en faveur du développement de son pays, avant de décider si l'on doit partir ou non. Et pendant que certains réfléchissent à leur avenir, les autorités, elles, restent mobilisées pour protéger la santé des populations à travers un renforcement des contrôles sur les produits dangereux. Longtemps vendu sans difficulté sur les étals, le pesticide Sniper est désormais un produit recherché par les services de contrôle. Interdit par le gouvernement en raison de sa dangerosité, ce produit fait l'objet d'une vaste opération de retrait. À Parakou, les équipes de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Borgo à Libouri multiplient les descentes dans les marchés et les boutiques pour retirer ce pesticide du circuit commercial. Y arrive-t-elle? Ronald Robinson, Abdullah Fouidrisso. À peine descendus de leur véhicule, les agents de la direction départementale de l'industrie et du commerce prennent position. Les rayons sont inspectés un à un. L'objectif est précis. Retrouver le Sniper, ce pesticide que le gouvernement vient d'interdire sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement a pris une décision d'interdire la vente et l'utilisation du produit Sniper à cause de son caractère très très dangereux et nocif. Donc suite à cette décision, notre ministre nous a instruit à l'effet de procéder au contrôle inopiné pour saisir systématiquement tous les stocks qui sont exposés dans les différents points de vente. Boutique, supérette, à chaque étape, le même scénario se répète. Des flacons quittent les étagères pour rejoindre les sacs de saisie. Parfois, le produit est retrouvé à quelques centimètres seulement des denrées alimentaires. Il y a malheureusement certains supermarchés qui vendent aussi bien les produits alimentaires et le Sniper, ce qui n'est pas normal. Nous avons retiré tout ce que nous avons eu. Nous sommes allés aussi au marché Arzakeh. Là, nous avons fait le tour du marché, nous avons récupéré d'importantes quantités. À chaque fois que nous aurons les occasions, nous allons sensibiliser et ensuite nous allons passer à la phase répressive. Cette première descente marque le début d'une offensive plus large. Aujourd'hui, les agents sensibilisent. Demain, les contrevenants s'exposent à de lourdes amendes. À Parakou, le message est désormais sans équivoque. Le Sniper n'a plus sa place sur les étals. Un message qui doit s'étendre dans toutes les autres communes du Bénin. Quittons à présent les opérations de contrôle pour un univers où la créativité, la délicatesse et l'émotion s'expriment à travers chaque composition. Offrir des fleurs, c'est transmettre un message sans prononcer un mot. Et derrière chaque bouquet se cache pourtant un véritable métier, fait de passion, de précision et d'inspiration. À Cotonou, chez Rolls-Royce, des fleurs venues du Kenya, des Pays-Bas ou de l'Équateur côtoient les productions locales pour donner naissance à de véritables œuvres d'art. Rencontre avec Abby et Christelle, deux artisanes qui font parler les fleurs, dans ce reportage de Naomi Soumanou et Bénédicte Possou. Un portail blanc aux lettres roses et un mur orné d'un cœur de fleurs annoncent la couleur. Samira nous ouvre les portes de son univers. Ici, chaque jour, des clients fidèles viennent chercher bien plus que des fleurs, un moment, une attention, un geste. Derrière chaque bouquet, une histoire. Celle de Rolls-Royce a commencé par un simple constat. La plupart du temps, nos clients ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent des fleurs, mais ils n'ont aucune idée de quel type de fleurs ils veulent. Si c'est des fleurs locales qui poussent au Bénin, des fleurs importées. Il faut savoir les guider sur la palette de couleurs qu'ils apprécient le plus. Est-ce que si c'est
pour une occasion spécifique, une naissance, un baptême, un mariage. Une passion qui s'est transformée en petite entreprise, portée aujourd'hui par toute une équipe. C'est Christelle, gérante et associée de Samira, qui nous montre les coulisses d'une création aux côtés de Louis. Loris va nous préparer un bouquet d'anniversaire. Donc nous allons composer le bouquet avec des fleurs locales et des fleurs importées. Pour que chaque fleur arrive fraîche jusqu'au client, tout se joue dans les détails, à commencer par leur conservation. Donc on a une chambre froide qui est à peu près entre 4 et 5 degrés et qui nous permet en fait de recevoir nos fleurs et de les conserver entre 2 et 3 semaines. Un bouquet, une adresse, un sourire à venir. Rolls Rose a déjà de grandes ambitions. Voir la boutique fleurir dans plusieurs villes du pays. Et des fleurs qui expriment les émotions aux traditions qui façonnent les identités. Il n'y a qu'un pas. Direction maintenant un autre pan du patrimoine culturel béninois. Bien au-delà des cérémonies et des symboles, le vaudou se veut une philosophie, une manière de comprendre le monde et la place de l'homme dans l'univers. À Cotonou, une rencontre entre le comité des rites vaudou et des représentants du clergé vaudou a permis d'éclairer les fondements de cette spiritualité tout en déconstruisant plusieurs idées reçues qui continuent d'entourer cette tradition ancestrale. Jacob Tochoedo et Ulvaeus Balogun étaient de la partie. C'est une philosophie de l'être et de la plénitude. Le vaudou. Ainsi s'est-il exprimé à l'origine de la création du monde. Profondément ancrée dans la culture béninoise, cette théologie se dévoile ici face au clergé vaudou. Il s'agit d'une immersion pour mieux saisir les fondements de cette spiritualité, ses principes, ses symboles, sa vision du monde et ses vertus. Lorsque vous prenez le mot Hundo, Hun signifie le vaudou. C'est le mot générique qui désigne tous les vaudous. C'est le Hun. Et le Do, c'est le principe. Ce n'est pas la profondeur, le principe du vaudou. Et ce principe-là, lorsque vous le violez, on dit que vous avez Bahundo. Et Bahundo, il a violé le principe du vaudou. La démarche, à travers cet échange avec la communauté vaudou du Bénin, participe à faire découvrir les fondements philosophiques et spirituels de cette religion, souvent réduite à des idées reçues. Le vaudou est d'abord une philosophie ésotérique. Parce que le vaudou vous permet de penser d'une façon donnée, de concevoir le cosmos, l'univers d'une façon donnée. Pour les peuples qui vivent dans le golfe du Bénin et dans le golfe de Guinée, le vaudou est une culture. J'ai parlé des arts, j'ai parlé de la cuisine par exemple, de la médecine, la danse, les chansons. Tout cela ressorti à une culture. Et cette culture-là, c'est la culture vaudou. Au-delà de lever les préjugés qui pèsent encore sur cette spiritualité vieille de la création du monde, le vaudou se veut alors le lien entre le créateur et la créature, une émanation du Dieu suprême. Un individu peut se mettre sur un chemin spirituel, un chemin qu'il poursuit en le traçant, la spiritualité. Le vaudou est donc une religion. Et en tant que religion, le vaudou admet la création par un être absolu qui est le créateur. J'ai parlé du Maou, j'ai parlé de Olodumare, j'ai parlé de Olorungusuno ou bien Pakeda dans d'autres langues. Cette séance d'information s'inscrit dans un programme de sensibilisation initié par le comité des rites avec l'ambition de favoriser une meilleure connaissance du vaudou et d'encourager un traitement plus documenté de ces réalités.
Écho à présent de l'actualité hors de nos frontières. En Iran, les funérailles nationales du guide suprême Ali Khamenei ont commencé ce jour en présence de milliers d'Iraniens. Pendant ce temps, les États-Unis célèbrent aujourd'hui leurs 250 ans. Un jalon historique atteint à un moment où le pays est profondément divisé. Mais avant tout ceci, sur le continent africain, le Mali est de nouveau visé depuis ce matin par des attaques de djihadistes. Le récit avec Saint-Iche Quincban. 4 mois après la mort de l'ayatollah, dans des frappes israélo-américaines, les funérailles nationales du guide suprême Ali Khamenei ont commencé ce jour dans un vaste complexe religieux du Téhéran, où des milliers d'Iraniens ont afflué pour cet événement. De nombreux participants ont brandi des drapeaux chiites rouges avec l'inscription Martyr ou d'autres banderoles qui appellent à la vengeance et à #tuer Trump. Les autorités iraniennes affirment attendre entre 15 et 20 millions de personnes rien qu'à Téhéran pour ces funérailles qui s'annoncent comme les plus grandes de l'histoire en Iran. Le Mali est de nouveau visé depuis ce matin par des attaques coordonnées d'ampleur des djihadistes et de leurs alliés indépendantistes touaregs à travers le pays. Cette nouvelle frappe intervient quelques semaines seulement après une vaste offensive des rebelles marquée par la prise de la ville stratégique de Kidal et qui a porté un coup d'État considérable à la junte au pouvoir à Bamako et tué le ministre de la Défense. À Anefis, les indépendantistes ont pris plusieurs postes et le combat est toujours en cours à l'intérieur de la ville, selon un porte-parole des rebelles. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la création prochaine de son propre parti politique, une annonce faite devant plus de 300 maires de la coalition réunis au Palais de la République. Et elle intervient alors que les députés viennent de voter une réforme constitutionnelle qui pourrait empêcher le président de diriger un parti. Les États-Unis célèbrent aujourd'hui leur 250e anniversaire d'indépendance. Un jalon historique atteint à un moment où le pays est profondément divisé avec Donald Trump, bien décidé à s'attribuer le premier rôle à Washington. Cet Independence Day particulier arrive en pleine vague de chaleur suffocante dans l'est des États-Unis. Le traditionnel défilé du 4 juillet prévu ce matin dans la capitale a été annulé. La raison, une chaleur extrême. À Washington, jusqu'à plus de 38 degrés Celsius sont annoncés. Le ressenti devrait atteindre près de 43 degrés Celsius. Cette touffeur attendue est loin de décourager ou de changer les plans du président américain qui a tout fait pour transformer cet anniversaire des États-Unis en célébration de sa propre personne. Donald Trump doit tenir dans la nuit de ce samedi au dimanche un meeting politique aux allures de campagne électorale. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 22h le deuxième match des huitièmes de finale entre le Paraguay et la France, précédé bien entendu du plateau du mondial. Merci de votre fidélité à Bénin TV. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur les différentes plateformes digitales de Bénin TV et de la SRTB. Excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous.